par exemple, un industriel ne s'occupait pas des données clients, jamais. Maintenant, ils sont en contact direct. Ferrari, par exemple, a des sensors sur toutes les voitures Ferrari, et l'usine mère est au courant de tout ce qui se passe dans toutes ces Ferrari. Donc, ils peuvent vous dire, dans 2 km, vous êtes en panne sèche, ils le savent. À l'usine, c'est jamais arrivé. C'est ça qui change. Donc, on entre dans une espèce d'économie directe, où l'usine sait. Alors, par exemple, Airbus sait exactement l'état de chacun de ses avions, pour une maintenance prédictive, vous voyez, on anticipe tout. Mais c'est vrai aussi pour les machines à café Jura, etc. C'est insensé où on va. Alors ça, c'est une des parties, mais alors ça donne des possibilités très nouvelles. Je pensais qu'on avait discuté un peu de ça, sur ce qu'on appelle des villes intelligentes, Smart City, parce qu'une fois que vous déployez tous ces sensors, ça change tout. Vous collectez des quantités de données. C'est vraiment cette révolution. Après, la difficulté, c'est l'exploitation de ces données. C'est l'exploitation de ces données. Et on vient de le voir avec Facebook. Ça peut aller dans il y a la problématique de la maîtrise de ces évolutions. Ouais. Et puis les flux aussi, de données. Quelles sont les conséquences positives ou négatives pour, c'est très difficile. pour les utilisateurs, finalement. De toute façon, c'est assez difficile. Mais en gros, l'idée, c'est que ce sera moins cher et plus écologique. Par exemple, le Smart City va réduire considérablement le gaspillage d'électricité ou le gaspillage d'eau. Si je mets des sensors sur toutes les canalisations d'eau, je peux savoir très vite s'il y a une canalisation qui fuit. Et je la répare. Donc on passe de 40% de fuite d'eau dans une ville à 10-15%. Et les économies sont gigantesques. C'est plus écolo. Alors je peux, par exemple aussi avec l'électricité, réduire l'éclairage en fonction des gens qui passent dans la rue, de l'heure, dans la nuit. Smart City, c'est pas quelque chose qui va être mis en place par décret, ça va être fait un peu progressivement et automatiquement. C'est déjà démarré. Ça a déjà démarré. Et puis, quand vous dites Smart City, on a l'impression que c'est presque un label derrière. On peut imaginer qu'il va y avoir des cities qui vont être smart et puis d'autres non. En tout cas, tous les maires de toutes les villes, de tout le monde, préfèrent être smart que d'être doom. Ça, c'est sûr. Donc, vous n'aurez que des Smart Cities. Donc, il y a à peu près 40 000 projets de Smart City dans le monde. Ah non, c'est affolant. Alors, comment c'est possible, ça? Parce que tout d'un coup, il y a ces sensors. Je peux mettre des sensors pour voir les parkings, je peux mettre des sensors partout. Donc, tout d'un coup, c'est possible. Et puis, alors, l'Internet des objets autorise ça. Et la 5G, ce sera encore pire. Mais il fallait tout ça, il fallait un progrès technologique important. Et c'est cette révolution-là, et c'est la révolution des données, c'est pour ça qu'on appelle la révolution numérique. Des données, des technologies qui vont avec, pour les et surtout, alors, maintenant, le gros, là, on parle un peu d'intelligence artificielle, c'est les algorithmes qui vont traiter ces données en temps réel, c'est ça qui change. Parce que l'être humain ne peut pas, c'est des flux de données qui sont supérieurs à celles du CERN, ça arrive massivement, quoi. Et donc, on ne peut ni les stocker vraiment dans des bases de données, il faut les lire en streaming, en quelque sorte. Mais là, il n'y a que des algorithmes qui peuvent le faire, personne d'autre peut le faire. Et là, on a des espèces d'algorithmes qui viennent du machine learning, de l'intelligence artificielle, qui font ça très très bien. Très impressionnant. C'est-à-dire que ce sont des algorithmes qui vont se modifier un peu comme les cellules elles-mêmes pour c'est quoi le mécanisme? Le grand truc, c'est ce qu'on appelle ces algorithmes auto-apprenantes. En fait, elles sont supervisées pour l'essentiel. Il y en a quelques-unes qui sont non supervisées, elles seraient supervisées par d'autres algorithmes. Mais ça, presque personne ne sait faire. La plupart, c'est des algorithmes supervisés par l'homme. Par exemple, on montre une figure de chat à l'ordinateur, on lui dit c'est quoi? Il dit je ne sais pas. Alors on lui dit c'est un chat. Quand on lui remonte une autre figure de chat, on lui dit il ne sait pas. Mais à partir de la 100 millième image de chat qu'on lui montre, il sait ce que c'est. Il a réussi, avec les données, à créer ce qu'on appelle, en fond, des features, des caractéristiques, des corrélations, en disant voilà, s'il y a des moustaches, c'est un chat, ou s'il y a les yeux comme ça, c'est un chat. Voilà. Donc ça va avoir aussi un impact sur la robotisation, parce que jusqu'à présent, les robots qu'on voyait jusqu'à présent, ils avaient des tâches qui étaient assez sommaires. Moi, je suis contre cette vision du robot. Je pense qu'on aura très peu de robots, en fait, parce qu'on a la vision humanoïde, d'un espèce de double robotisé humanoïde comme ça, est une vision de la science-fiction des années 60. Mais en fait, on n'en a pas besoin. Je n'ai pas besoin d'un robot. J'ai plutôt des bots, j'ai donc une chier d'applications, beaucoup de software. Quand vous tapez sur Booking, par exemple, vous enclenchez plusieurs petits programmes, ce qu'on appelle un bot.
un de ces programmes va aller voir s'il reste encore une chambre dans cet hôtel. Un autre va aller voir si votre carte Visa, elle est là. Un autre va aller voir les dates, les machins, faire des contre-propositions, regarder quels sont les autres hôtels dans le coin, etc. Et donc vous déclenchez tout un paquet de bots qui travaillent dans le fond pendant quelques secondes. En parallèle. Et glane les données, sont synthétisées par un autre bot qui... Exactement. Puis après disparaissent. C'est fini. C'est ça le monde de demain. Il n'y a pas un robot. Les services, c'est ce qu'on observe aussi, par exemple, dans les médias sociaux, c'est qu'il y a plein de petits services qui finissent par se plugger. Exactement. C'est exactement ça qu'il faut voir. Et dans le domaine industriel, c'est pareil. On va pas avoir un robot qui fait... Alors bien sûr, on a vu toutes ces images de l'automatisation, avec un robot qui peint la voiture. C'est ça, un bras en fait. Mais on n'a pas besoin de robots humanoïdes. Un bras suffit. Alors, je crois qu'au Japon, ils ont tenté d'en créer un qui faisait même l'accueil. Non, mais c'est débile, ça. C'est juste un peu pour... ou ceux qui s'occupent des EMS n'en aura pas besoin de ça. C'est pas du tout le monde qu'on est en train de se préparer. C'est une voiture qui conduit toute seule. Vous voyez, ça, c'est un robot, si vous voulez, mais ça n'a pas la gueule d'un robot, c'est une voiture. Ou un bus, enfin, c'est ça qu'il faut voir. Les objets tels qu'on les connaît vont avoir tous une couche d'intelligence. Donc, ma machine à café sera intelligente. Donc l'innovation aujourd'hui, si on synthétise, c'est surtout cette industrie 4.0 qui est en fait l'étendue de tout ce qui va être nouvelle technologie, intelligence artificielle, nouveaux médias, tout ça aggloméré pour pousser finalement une industrie à devoir s'adapter et à proposer même des changements pour les utilisateurs qui sont bénéfiques. Tout ça finalement, cette industrie 4.0, c'est la synthèse de l'innovation qu'on constate dans ce qu'on appelle les nouvelles technologies aujourd'hui. Voilà, c'est exactement ça. Alors pour le simplifier, c'est juste ce que vous venez de dire, pour le simplifier, si je dis révolution numérique, c'est plus simple. Numérique voulant dire les données. Parce que le facteur commun de toute cette révolution, c'est la maîtrise des données. Avant, je maîtrisais des procédures. Mais les données, on entre dans ce qu'on appelle une société data-driven, dirigée, conduite par les données. Oui. Et des algorithmes vont s'appliquer dessus. Avant, c'était des procédures, recettes de cuisine, etc. On disait, voilà, cahier des charges pour quelqu'un. Non, ça, c'est les données qui massivement. Alors pourquoi ça change? Ça, c'est très important. Le monde d'avant était un monde déterministe. Si je mettais la donnée A, je mettais une procédure, j'avais en résultat C. Mais chaque fois que je mettais A, j'avais chaque fois C. Totalement déterministe. C'était mieux pour la compta. Mais bon, maintenant, on est dans un monde non déterministe. C'est ça que l'IA amène. Qui s'adapte. Ah oui, ça fait une gros changement. Puis à un moment donné, ça passe D. Ah oui, c'est gros changement. L'exemple de révolution numérique pour expliquer ça, l'industrie 4.0, on parlait du drone comme une innovation qu'on constate grand public, mais au fond l'innovation dans le drone, c'est pas la mécanique ou on va dire la manière de tenir là, c'est surtout la capacité, comme vous dites, de pouvoir gérer un certain nombre de données d'analyse qui lui permettent de stabiliser. En temps réel. Et en fond, la révolution technique du drone, c'est la révolution numérique. C'est la révolution numérique. C'est-à-dire cette capacité d'intégrer dans une petite chip qui est sur le drone toutes ces données, qui fait l'équilibre, mais qui fait aussi la conduite du drone. Quand je donne un ordre, il va gérer cette capable de suivre la personne, par exemple. Capable de revenir à sa base si jamais il perd le contrôle ou il perd la... Et c'est de l'intelligence embarquée. Elle est sur le drone, elle n'est pas ailleurs. C'est un bon exemple pour voir qu'effectivement c'est de la donnée. On voit tout à fait changement. Alors dans une usine moderne, c'est pareil. Les automates qui étaient avant des machines programmées, si vous voulez, ils sont tout seuls et ils se parlent les uns les autres. C'est impressionnant.